Bonjour à tous, il est 9h02 et on commence cette année avec une très très grande question qui se pose à nous tous. Et si on trouvait un job qui a du sens, parce qu'après une année 2020 plus que extraordinaire, on revient tous à des valeurs et à des priorités différentes. Et c'est l'objet ce matin d'une réflexion autour d'une petite quarantaine de minutes. On va aller avec trois actrices différentes, Laura, Aude et Virginie. La parité n'est pas représentée ce matin et c'est assez exceptionnel. On ne va pas dire que ce sont les femmes qui vont changer le monde. C'est pas exactement la position qui va être prise, mais effectivement, le choix éditorial a fait que ce sont trois femmes ce matin qui vont nous partager à la fois leur expérience d'expertes, mais aussi de femmes qui sont arrivées, enfin qui se sont installées dans un nouveau métier. Je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement Up et pour commencer l'année, il n'est pas anodin cette thématique puisque nous avons, pour notre dernier numéro, nous sommes allés à la rencontre de ces entreprises que l'on appelle des entreprises à impact. Ce sont des sociétés qui ont décidé de faire de la planète et de l'homme leur priorité au-delà de l'argent et c'est possible et c'est viable et on vous en fait la preuve sur 148 pages. N'hésitez pas aussi à aller sourcer votre inspiration dans le magazine. À côté de moi, Mathilde. Mathilde, elle est aussi notre partenaire depuis le début des Up Café. Tu représentes la maison du crowdfunding de KissKissBankBank. Bonjour Mathilde et bonne année. Je vais te laisser prendre le micro et te présenter. Bonjour à tous, bonjour Macha, bonne année également. Oui, je suis responsable des projets événementiels de la maison de crowdfunding de KissKissBankBank. Donc c'est le lieu d'événementiel de notre plateforme de financement participatif. C'est un lieu d'échange, de rencontres, de débats, d'expositions qui a été imaginé pour libérer la créativité de chacun. Le but de ce lieu, c'est vraiment de créer un lien avec les projets qui se financent en ligne et de leur permettre de développer leur communauté physiquement en vivant une expérience qui est autre que l'expérience digitale. Donc actuellement, la maison de crowdfunding est fermée, mais habituellement, on la met gratuitement à disposition pour les porteurs de projets qui se lancent sur notre plateforme. Et tous les mois, on a une programmation sur une thématique différente pour faire vivre cette maison, donc le design, la mode, etc. On est partenaire des Hub Café qu'on reçoit habituellement au 34 rue de Paradis dans le 10e arrondissement de Paris. Et les Hub Café sont des rendez-vous trimestriels que l'on accueille autour de sujets pour vous proposer des solutions concrètes pour changer le monde ou aller vers une démarche un peu plus responsable. Voilà. Mathilde, à la fin, à la fin de cette intervention, je vais te demander deux, trois actualités Oui, KissKissBankBank et je te laisserai nous les partager bien sûr. à toutes, très certainement. Je vais commencer mon tour de table, notamment avec Aude. Aude, Bonjour. bonjour, tu es fondatrice du Sourire de la Plombière. Je voudrais que tu nous expliques un peu ton parcours parce que l'objet de ce matin, c'est de se questionner autour notamment du job. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un job de sens et c'est quoi le sens pour chacune de nos personnes autour de cette table notamment. Aude, je vais te laisser nous expliquer un peu ton parcours pour arriver ensuite à ton dernier job qui est un job qui est même de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors effectivement, moi, à la base, j'ai une formation de psychologue. J'ai eu mon master 2, j'ai fait mes études, j'ai exercé. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais besoin justement de faire un métier un métier concret en fait. Donc, mon métier premier avait déjà du sens, mais celui-ci en a un tout autre. Et j'avais en fait effectivement besoin de faire quelque chose de mes 10 doigts, de retrouver un truc peut-être un peu plus terre à terre. Et c'est pour ça qu'avec Mona, qui est mon associée aujourd'hui, on a lancé le Sourire de la Plombière. Le Sourire de la Plombière, on se met bien d'accord, c'est donc une activité de plombier. Tout à fait. J'ai passé mon CAP de plombier en CAP pour adultes en 9 mois et on a lancé l'entreprise dans la foulée. Quelle est la démarche que tu as eue derrière? Quelle est la réflexion que tu as menée pour arriver jusqu'à ce métier-là de plombier sans, encore une fois, qu'il y a un métier qui est normalement, essentiellement ou majoritairement masculin? Effectivement. Tu avais jusqu'à présent des appointances pour cette fonction-là, parce qu'il y a d'autres métiers manuels qui pourraient être même aussi moins potentiellement physiques ou moins, moins masculins. Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Alors,
une évidence, on ne peut pas dire ça exactement. En fait, changer de métier, c'est une idée que j'ai eue en tête depuis un petit moment avant de me lancer. J'ai réfléchi, je me suis demandé, mais quel métier est-ce que tu peux faire? J'avais vraiment envie de faire quelque chose de manuel, un métier qui combine en même temps la réflexion, parce que bon, on peut pas, il faut quand même réfléchir un petit peu, et l'action, surtout faire quelque chose de ses 10 doigts. J'avais envie de voir un résultat un peu rapide de mon travail. Voilà, j'arrive, ça fonctionne pas, je repars, normalement, tout va bien. Et en fait, c'est cette réflexion combinée. Et puis aussi, bon, après, ça, c'est beaucoup plus pragmatique. J'avais aussi envie d'avoir un métier où je vais trouver du boulot rapidement. Je ne vais pas galérer, me retrouver, comme ça a pu être le cas, dans des périodes de chômage, en fait, qui est plus ou moins longues, qui sont stressantes, qui sont compliquées à gérer. Et tout ça réuni, tous ces facteurs, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas la plomberie? Et puis, j'avais pas vraiment de connaissance de ce métier avant. Je viens pas d'une famille où mon père était dans le bâtiment, ou ma mère d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah, essaye. Au pire, Ça marche. Voilà. Non, au mieux, ça marche. Au pire, j'avais toujours mon ancien métier comme filet de sécurité. Mais finalement, ça a marché. Donc, voilà, j'ai bien fait. Et donc, tu as une associée qui s'appelle Mona. Mona était aussi dans la même démarche que toi ou pas du tout? Si, Mona avait envie de changer de métier aussi. Elle voulait aussi avoir sa propre entreprise. Elle voulait être son propre patron. Après, bon, il faudrait lui poser les questions à elle, mais ça, c'était un facteur qui était important dans sa réflexion à elle. C'est de pouvoir être son propre patron, de décider de ses journées, d'organiser elle-même son temps. Et c'est ça aussi qui pour elle, a été important dans sa décision. Merci Aude. On va revenir sur ce partage d'expérience tout le long en fait de cette conférence. Et je vais passer la parole à Laura immédiatement, mais juste avant, je vais vous proposer à vous qui nous regardez de ne pas hésiter à poser toutes les questions que vous avez. Voilà ma proposition, c'est que vous posez des questions sur l'événement Facebook et ensuite chacune des interlocutrices pourra y répondre juste après les conférences. J'ai des dizaines de questions qui vont me permettre de balayer un certain nombre d'interrogations que vous pouvez avoir. Mais si certaines des interrogations que vous avez, je n'y réponds pas, n'hésitez pas, elles répondront dans un second temps à toutes vos interrogations. Laura, bonjour Laura. Bonjour Macha. Je vais te laisser te présenter et surtout présenter ta boîte, Mon Job de Sens. Du coup, je suis Laura Genevoix, la fondatrice de Mon Job de Sens. Et du coup, mon histoire, c'est que depuis 2005, je suis engagée sur des projets environnementaux, notamment sur les questions climat. Ça m'a permis de tester pas mal de missions assez différentes. Mais du coup, avant de trouver celle qui était la bonne pour moi, j'ai travaillé entre autres en tant que responsable développement durable dans une grande entreprise. Après, complètement différent, je suis partie dans l'associatif chez Zero Waste France, où j'ai fait de l'animation de réseau. Puis du coup, j'ai cofondé le réseau VRAC, du coup, on va dire le syndicat du VRAC. Et pendant du coup toutes ces années, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens qui, probablement comme vous, avaient envie de contribuer à un monde meilleur, plus juste, de prendre soin des humains et de préserver notre environnement. Mais ce que j'ai identifié, c'est que c'est pas qu'il n'y avait pas assez de gens qui voulaient contribuer à ce monde meilleur, mais c'est que souvent ils ne savaient pas comment trouver la place qui était la bonne pour eux. Donc savoir sur quelle mission ça pouvait être, dans quel type d'organisation, plutôt dans le privé, dans le public, dans l'associatif, quel équilibre de vie ça pouvait être, est-ce qu'il fallait rester en ville, est-ce qu'il fallait partir à la campagne, et comment est-ce qu'on pouvait se faire embaucher. Voilà. Et donc c'est en partant de ce constat que j'ai monté Mon Job de Sens en 2017, qui est du coup un centre de formation d'utilité sociale. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, Laura, que ce sont des questions qui sont récentes d'avoir un job de sens? Je pense que ça fait globalement 3000 ans que l'humain se pose la question de ce qui a du sens. Donc, on n'a rien redoublé. Et je pense que là, ce qui sort maintenant, c'est que les gens, effectivement, je voyais dans le résumé de cet événement, faisait référence à David Graeber qui parle des bullshit jobs. Mais bon, voilà, on en parle aujourd'hui. Mais globalement, quand les gens sont sur des missions dans lesquelles ils ne sont pas épanouis, bon, parfois, on peut se dire, c'est pas grave, je prends sur moi, ça me paye le loyer, ok. Il faut juste que ce soit pas trop pénible. Et à côté, je trouve quelque chose qui fait du sens pour moi, soit dans ma vie avec mes proches, dans mes loisirs. Tout est une question d'équilibre. Mais en tout cas, je pense qu'on a mis énormément de pression sur les gens et
tout le monde doit avoir la vie parfaite et un job génial dans lequel il s'épanouit à fond. Donc, quand ce n'est pas le cas, surtout quand c'est quelqu'un qui a eu la chance d'avoir accès à une éducation, la chance d'avoir le choix, et que cette personne-là n'y aboutit pas, et parfois, en plus, en étant bien payé, il y a un truc qui devient fou, quoi. Donc, se dire, bon, bah, en fait, je pourrais trouver quelque chose, et du coup, là, maintenant, on a marre de prendre sur soi, quoi. Mm. Il y a effectivement, pour avoir partagé avec un certain nombre de personnes qui étaient dans ce cas-là, c'est-à-dire effectivement de bien gagner sa vie, de tout, sauf ne pas trouver de sens dans son travail, ils considèrent même que c'est quasiment un choix égoïste. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Laura, quand on se dit j'ai vraiment mauvaise conscience, tous les feux sont au vert, je suis dans une boîte qui me paie le 30 du mois, je gagne bien ma vie, ce qui me permet d'avoir une vie familiale épanouie, de partir en vacances, etc. Et pourtant, je ne m'y retrouve pas. Et donc, j'ai envie de prendre le risque d'aller de sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens ? Alors, dans notre cas, mon job de sens, c'est vraiment la spécificité des personnes qui ont envie de contribuer à ce monde meilleur. Donc, une envie de prendre soin des gens, de prendre soin de notre planète. Et du coup, au final, c'est un choix qui est éminemment altruiste. Donc on peut difficilement les traiter d'égoïstes, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, et je me permets là une seconde question, de la question de la légitimité. Nombre de personnes ont aussi l'impression d'appartenir à des métiers qui font partie d'un monde plus classique et non pas nécessairement d'un monde en transition et en changement. Il y a cette question de la légitimité en disant « moi, je pense que je ne suis pas capable de faire » ou en tout cas, c'est trop récent pour moi pour être force de proposition pour un nouveau métier. Qu'est-ce que l'on peut répondre à ces profils-là de personnes qui se questionnent ? Alors, je pense que du coup, sur la partie comment est-ce que, une fois que j'ai envie de changer de métier pratique et que je me fais former, c'est Virginie qui aura sans doute plus de matière parce qu'effectivement, le but, c'est de se former pour acquérir les bonnes compétences pour faire le bon job. Donc, pour tous ceux qui ont envie de se tourner vers les métiers de la terre, il est évident que ça ne s'improvise pas. Après, concrètement, vu les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, que ce soit des enjeux, l'urgence sociale, l'urgence climatique, là, on a besoin de tout le monde sur le pont. Donc, tous les gens qui ont envie, il faut juste faire en sorte que chacun trouve la place où il va être le plus puissant, le plus pétillant, le plus utile. Et au final, quand on arrive à trouver cette bonne place où on va être le plus puissant, souvent, c'est la place aussi où on est le mieux parce qu'on va utiliser nos talents et que c'est là où on va vraiment rayonner et casser la baraque, quoi. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver cette place-là et qu'on soit le plus nombreux à pouvoir agir. Voilà. On a fait un papier il n'y a pas très longtemps sur ce qu'on appelle le flow, trouver le flow en nous, c'est-à-dire trouver le bon rythme. Et c'est ça, je pense, le plus gros de la réflexion que l'on pourrait mener, c'est de se dire, effectivement, c'est arriver à un carrefour entre j'ai les compétences pour le faire dans une fonction et dans une entreprise qui me correspondent, et ce qui permet en fait effectivement de ne pas subir une fonction, mais au contraire de la nourrir, ce qui change complètement le prisme. Complètement. Et si tu me permets un dernier rebond avant de passer la parole, mais c'est ce qui me semble important, c'est vraiment d'arriver à connecter le dedans avec le dehors. On n'est pas là juste pour faire, sa thérapie que son introspection. Bien sûr qu'il faut prendre du temps pour aller regarder vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Mais après, bien sûr, il y a dehors le monde réel, à quels vrais enjeux on a envie de répondre. Et il est évident que les vrais enjeux, on l'a vu pendant le premier confinement, qui sont liés aux questions d'alimentation, de gestion de nos déchets, de l'énergie, de l'habitat. Sur ces métiers-là, il y a besoin aujourd'hui et demain. Et si Aude, elle a choisi de travailler sur un métier qui était pratique, c'est parce qu'elle l'a dit, je voulais être sûre de trouver du boulot. Et il y a des sujets sur lesquels on sait qu'il y a de la demande. Donc, à un moment, il faut aussi se concentrer sur les vrais enjeux qui, en plus, pour le coup, recrutent en permanence aujourd'hui, pendant la transition, et on en aura toujours besoin demain. Donc, voilà. Oui, l'idée étant de ne pas être hors sol non plus. Effectivement, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le dedans et le dehors, c'est qu'effectivement, le métier il faut vérifier aussi s'il y a un marché. Virginie, bonjour. Bonjour. La présentation arrive maintenant. Je vais laisser te présenter. Donc, toi, tu es sur le volet formation et accompagnement dans un secteur bien particulier. Oui, mais voilà, moi je suis ingénieure agronome à la base. J'ai beaucoup travaillé dans l'agroécologie pendant de nombreuses années.
Et j'ai décidé également de changer de vie, me retrouver en milieu plus urbain, avec une option plus accompagnement de porteurs de projets. C'est comme ça que j'ai trouvé un travail chez Matrice, donc Matrice Association à Paris, et qui avait l'idée de monter un projet de formation pour des porteurs de projets désirant s'installer en agriculture. Voilà. Donc, le type de profil que tu as de personnes qui souhaitent avoir bénéficier de cette formation? Alors, on a une quinzaine de participants. Ouais. Là-dessus, on en a 6 qui sont en recherche d'emploi. Et donc qui sont à des moments justement de transition, qui doivent se repositionner, etc. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'ils se disent, ben voilà, j'ai envie depuis longtemps de me lancer dans l'agriculture, ben je vais me lancer dans ce projet-là, mais je ne sais pas très bien comment faire, comment concrétiser et surtout assurer la réussite de ce projet-là. Je pense qu'il y a une crainte de ce côté-là, c'est ok, j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas très bien comment y arriver. Et nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement sur le côté entrepreneurial. Donc, on voudrait que les gens qui s'installent arrivent à vivre de leur métier d'agriculteur. Donc, je veux dire, gagner leur vie avec ça, hein, parce que quand même, parfois, on revient aussi avec cet aspect-là d'un travail dur qui ne paye pas beaucoup, etc. Donc, nous, on veut que voilà, ils aient fait leur business plan, leur business model. On apporte toutes les compétences entrepreneuriales pour qu'ils puissent, eux, être sûrs de ne pas se planter de ce côté-là. Et l'autre aspect de la formation qu'on développe, c'est le côté agroécologique. Parce qu'on voudrait aussi que la place qu'ils trouvent leur permette de correspondre à leurs valeurs, c'est-à-dire en général de faire un métier qui permette de nourrir les autres de manière pérenne, on va dire, en ayant des bonnes pratiques respectueuses de l'environnement, etc. Et donc là, on les accompagne aussi sur ce projet-là. Virginie, dans les profils que tu nous disais, tu nous précisais effectivement que tu avais des personnes qui étaient en recherche d'emploi. Est-ce que oui. d'autres profils qui se présentent à vous, qui arrivent de secteurs complètement différents Oui, mais même dans les personnes qui sont en recherche d'emploi actuellement, les personnes viennent de secteurs hyper diversifiés. Alors, on a dans le lot quand même 4 ingénieurs agronomes. Donc ça, ce sont plutôt même si il y en a certaines qui n'ont pas appliqué leur métier depuis le début. Il y en a une qui est intermittente du spectacle, par exemple. Voilà, ben, elle se retourne vers ses premiers amours. Et sinon, oui, il y a des personnes qui ont fait de la gestion, du coaching, qui ont fait aussi de l'agriculture, mais plutôt comme salariés. Oui, donc je vois que c'est complètement Oui, varié qui ont et travaillé dans des divers. grandes boîtes, dans des grosses boîtes, et qui ont envie de retrouver, je pense, de reprendre leur vie en main. Je dirais ça, qui se disent, tiens, moi, j'ai fait ça pendant des années, mais je pense que c'est aussi dans l'air du temps. On ne s'engage plus dans un travail pour 30 ans, 40 ans. Il y a aussi une mobilité maintenant qui fait que voilà, dans les personnes que j'ai rencontrées là, qui postulaient ou celles qui sont retenues, il y en a toute une partie qui se disent à un moment, ben voilà, c'est le moment de changer de vie et de tracer ma propre voie à moi, puisque quand même agriculteur, ça peut se faire seul, mais ça peut aussi se faire. Il y en a qui portent d'un projet collectif. C'est ça qui est bien, je pense aussi à l'heure actuelle. Il y a quand même une tendance aussi vers le fait de porter des projets de manière plus collective. Bon, même si ça existait avant, mais avec une autre vision. Quel est le critère et le dénominateur commun de chacun, notamment parce que pour moi, ça fait partie de ces métiers qui sont présents 365 jours par an. C'est-à-dire que vraiment, il y a l'exploitation des terres et nécessite effectivement une présence constante. Quel est le critère commun pour embrasser ces métiers-là, notamment en agroécologie? Est-ce qu'ils ont un dénominateur commun?
Je pense qu'ils ont tous cette envie d'entreprendre, cette Mm. envie de se lancer, d'être autonome et surtout puisque ils ont cherché ou en tout cas certains ont eu la chance de démarrer la formation avec nous parce que la formation démarre à la fin du mois. Ils ont cette envie d'entreprendre et de se lancer. Et ça, c'était un des critères importants pour nous. C'est vraiment que la personne ait déjà une idée assez concrète de son projet, qu'elle ait un minimum quand même de compétences en agriculture pour pouvoir monter en capacité sur le volet agroécologique, parce qu'on peut pas s'improviser agriculteur. Donc, il fallait quand même que les personnes aient au moins une expérience, un diplôme, un BPREA, qui est le diplôme minimal qui permet de s'installer comme responsable d'exploitation agricole. Nous, ce qu'on cherche à accompagner comme profil, ce sont vraiment des personnes qui seront responsables d'exploitation agricole, pas des ouvriers, mais vraiment des gens qui ont cette vocation de se lancer eux-mêmes. Très bien. Aude, je vais poursuivre. Merci beaucoup Virginie. Je vais revenir vers toi très rapidement. Aude, dans ce partage d'expérience, donc à la base, tu es psychologue. Tu décides de devenir entrepreneur dans un métier, le métier de plombier. Je voudrais savoir quels sont les signes que tu as plus écoutés que d'autres qui font qu'à un moment, tu t'es dit, en fait, là, je ne me retrouve pas dans ma fonction de psychologue. Est-ce qu'il y a eu des signaux faibles, pardon, qui t'ont fait comprendre qu'il fallait que tu entames une démarche et une réflexion pour changer de métier? Alors, je ne sais pas si on peut parler de signaux à proprement parler, puisque enfin, j'ai pas ce sentiment-là. Après, c'était un sentiment global d'avoir envie de faire. Enfin, ça tombe très bien, enfin, le thème correspond tout à fait. J'avais envie de globalement d'avoir plus de sens à mon métier, d'avoir, comme on dit, entre guillemets, un vrai métier, un vrai savoir-faire et pas juste un savoir. Et en fait, c'est ça qui m'a motivée à me dire, bah, allez, on y va, je change, je me reconvertis. Alors, c'est pas des signaux à proprement parler, c'est juste une envie diffuse qui s'est fait de plus en plus entendre dans ma tête. Je me disais, enfin, voilà, plus le temps passait, plus il fallait que je change et que je trouve autre chose. Et ben, il se trouve que c'est la plomberie, j'ai aucun regret aujourd'hui. Et vraiment, j'avais besoin j'étais un peu en quête de sens. Et ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans mon nouveau métier. Et dans ta réflexion, ça commence par quoi cette réflexion de dire, OK, là, en fait, je ne me retrouve pas dans mon métier de psychologue. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi le job d'après? Quelle a été ta démarche par rapport à ça? Est-ce que tu as été accompagnée par des coachs comme peut l'être Laura? Est-ce que, je ne sais pas, tu as fait un bilan de compétences? Comment ça se passe de manière très pratique? Alors, de manière très pratique, non. Pour le coup, moi, je sais que Mona, avec qui je travaille, elle a fait un bilan de compétences. Elle est passée par là. Pareil, elle se posait des questions. Elle a fait le bilan. Ça lui a permis d'avancer dans sa réflexion. Moi, pour ma part, non, j'ai pas. En fait, j'ai un peu réfléchi seule dans ma tête en me disant, mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Et j'ai trouvé cette idée de la plomberie, ça m'est venu un peu comme une illumination. Alors après, comme je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds, j'ai contacté. J'ai fait en fait ce que font beaucoup de femmes qui s'adressent à nous, notamment pour ce genre de questions. J'ai fait ça. J'ai trouvé des femmes qui s'étaient reconverties, des gens qui avaient fait un CAP plomberie sur le tard. Et je leur ai posé les questions. Je leur ai dit, voilà, comment ça s'est passé pour toi, et après, d'un point de vue pratique aussi, très pratique, à quelle formation j'ai accès? Je me suis adressée au FONGECIF, j'ai cherché de quel financement je pouvais bénéficier, mais pour faire toutes ces démarches-là, je n'ai pas été accompagnée. En fait, ça ne m'est pas venu à l'idée, je ne savais pas vers qui me tourner, voilà, j'aurais pu savoir. Non, je me suis débrouillée, j'ai trouvé les infos, j'ai cherché. Et puis, il se trouve que ça c'est bien, enfin que j'ai réussi à trouver les réponses, mais j'avais pas du tout, je me suis pas du tout dit que je pouvais être aidée dans cette démarche. C'est un peu dommage. Et quand tu commences à creuser sur ce métier-là et donc que tu suis une formation, etc., est-ce que tu as cette crainte de la désillusion?
Ah bah oui, effectivement, parce que c'était un saut dans le vide, hein. Comme je le disais tout à l'heure, je connaissais pas du tout ce milieu-là, je savais pas du tout dans quoi j'allais mettre les pieds. J'étais un peu inquiète de me retrouver du coup en minorité, enfin une femme dans un milieu très masculin, et puis de pas savoir faire en fait, de pas réussir à apprendre, de pas être si manuel que je le pensais. Et puis finalement, bah, tout ça, c'était juste des obstacles dans ma tête parce que bah, finalement, je me suis très bien débrouillée. Le CAP s'est bien passé. Les hommes, on était une dizaine dans ma formation, enfin dans mon CAP, ils m'ont très bien accueillie. Pour le coup, ça c'était vraiment, j'avais cette crainte-là d'être un peu mise à l'écart parce que j'étais la seule femme. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Toutes mes craintes, en fait, toutes les peurs que j'ai pu avoir avant de me lancer, elles se sont avérées en fait infondées, quoi. Et tant mieux. Et dans ton partage d'expérience, et encore une fois, je le précise à notre public ici présent que c'est qu'une expérience et j'imagine que chaque personne est différente dans son parcours et dans son changement, dans sa quête de sens job. Est-ce que tu quittes ton cabinet de psychologue pour suivre cette formation ou est-ce que tu fais ça en parallèle pour assurer, je ne sais pas, une sécurité, qu'elle soit tant financière que intellectuelle, de dire je ne lâche pas mon métier tant que j'en ai pas un autre? Comment ça se passe pour toi? Alors, comment ça s'est passé? En fait, il se trouve que j'avais pas un cabinet, j'étais pas en libéral à ce moment-là. Je bossais pour une association. En fait, ça devait s'enchaîner très bien. Je devais finir, j'étais en CDD, je devais finir ce CDD et commencer la formation dans les 3 semaines qui suivaient. Il se trouve que ça n'a pas pu se faire parce que le centre de formation n'a pas pu, enfin voilà, pour des raisons pratiques, ça ne s'est pas goupillé comme ça. Et là, je me suis dit, la prochaine formation, elle est dans 8 mois. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bah, je me suis dit que j'étais déjà mobilisée pour autre chose. En fait, je pouvais plus retourner. Enfin voilà, dans ma tête, j'avais déjà commencé la démarche de changer de métier. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas prolonger ce CDD. Ça me paraissait plus cohérent. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai profité un petit peu d'avoir du temps pour moi. Et ça m'a permis de faire toutes les démarches, de trouver surtout des témoignages, de me rapprocher de gens, voilà, de contacter tout un tas de personnes qui avaient fait cette même démarche que moi pour continuer dans cette lancée en fait, du changement, quoi. Mais ça s'est pas très, très bien goupillé, je dois bien l'avouer. Mais bon, pas très grave finalement. Ça fait partie aussi de l'aventure et de cette prise de risque, en tout cas de sortir de cette zone de confort. C'est ça. Il faut en avoir conscience. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. C'est d'en avoir conscience. Et pour le coup, Laura, merci beaucoup. Laura, je me retourne vers toi en disant qui sont les personnes qui viennent taper à ta porte pour justement, et est-ce que tu leur proposes une grille de réflexion ou des outils de réflexion pour justement, comme Aude l'a fait de manière autonome, être accompagné et peut-être un peu plus encadré sur cette réflexion-là de trouver un job de sens? Alors, du coup, sur la première partie de ta question, Macha, les personnes qui viennent à nous, c'est assez vaste parce que aujourd'hui, tu allumes la radio, la télé, Internet, un journal, on va systématiquement parler de ces vraies questions à la fois d'urgence sociale et d'urgence climatique, enfin, on va dire d'urgence environnementale au sens plus large. Mais du coup, tout type de personnes sont touchées par ça et ont envie d'agir. Donc, on est contacté par des personnes entre 25 et 60 et quelques. Et on a accompagné des personnes entre 25 et 60 et quelques. Donc, est-ce que je peux juste faire une parenthèse d'expérience, un partage d'expérience? Je trouve ça extraordinaire de dire qu'entre 25 et 65 ans, on se donne la possibilité de changer de métier. Je trouve que c'est fort. Alors, parfois, ce n'est pas changer de métier. Hein. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, mais en tout cas, de se dire, mince, je sens que je ne suis pas à la bonne place, je suis touchée par ces enjeux, comment je trouve ma place par rapport à ces enjeux? L'entrée, elle est là-dessus. Et du coup, après, il y en a qui, quand ils viennent nous voir, ils disent, mais est-ce qu'il est trop tôt parce que je viens à peine de rentrer dans la vie active? Il y en a qui disent, est-ce que je suis trop tard? Je vais bientôt sortir de la vie active. Et en même temps, j'ai vraiment envie de trouver parce que j'ai pris sur moi pendant plus de 40 ans maintenant, j'aimerais bien vraiment contribuer à ce qui me touche. Et du coup, il y a le mode de réflexion va être assez similaire, quels que soient les parcours et les profils, mais les aboutissements peuvent être très différents.
parce que des personnes qui vont vraiment faire une reconversion, parce que Virginie nous disait, voilà, dans les personnes qui viennent à elle, il y en a qui viennent déjà de ce secteur autour de l'agriculture et il y en a qui viennent de secteurs qui n'ont rien à voir. Donc, on peut très bien avoir envie de rester dans le même domaine, mais en trouvant quelque chose qui correspond mieux sur le fonctionnement. Virginie, tu disais, il y en a qui étaient salariés et ils ont envie plus de porter un projet. Et du coup, c'est le fait de pouvoir être autonome. Aude qui disait, son associé, elle avait surtout envie d'être à son compte. Donc, en fait, c'est plus les règles du jeu que le quoi. Et au final, c'est au moins aussi important. Je sais on en a plusieurs qui vont être parents et qui disent à un moment, quand il faut être le matin à telle heure, le soir à telle heure, je ne peux plus le faire avec les règles du jeu de quelqu'un d'autre. Et je ne supporte plus d'avoir le regard noir de mon boss ou mes collègues parce que je pars à 17h30 et qu'on me dit ah bah t'as pris ton après-midi. Non mais ça suffit. Bref. Donc il y a le fond, la forme et parfois en fait il suffit juste de poser un regard différent sur l'activité qu'on a. Mais surtout, il ne faut pas tout jeter et se dire quand je serai au chômage, au moins je me poserai les questions. Ça peut être assez dangereux. Effectivement, de prendre les choses posément en se disant qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout jeter. Parfois, si c'est la relation avec son boss ou ses collègues qui ne va pas, mais on aime bien le métier qu'on fait. Par contre, il faudrait le faire ailleurs. Parfois, à l'inverse, on aime bien la boîte, mais l'activité qu'on y fait, elle ne nous convient pas. Peut-être qu'à l'intérieur, on peut bouger. Et le fait de prendre de recul pour faire le point, donc nous, le format, c'est un bilan de compétences. On va bien au-delà, mais la base, c'est celle-ci, pour prendre ce recul. Après, objectivement, le bilan de compétences, à la base, ce qui permet de faire, c'est de dire vous avez fait ça toute votre vie, vous le faites bien, vous devriez continuer. Et on n'a pas envie de l'aborder dans cet angle-là. On l'aborde sous l'angle au final plus des talents, c'est-à-dire votre mode de fonctionnement naturel. Naturellement, vous êtes qui? Vous êtes quelqu'un qui aime réfléchir, vous êtes quelqu'un qui aime créer, entretenir des relations, vous êtes quelqu'un qui aime porter des projets. Ça, comment vous le faites vous? À quelle sauce vous le faites? Et on va regarder votre mode de fonctionnement. Et ça, tu parlais de flow tout à l'heure. Quand on utilise ces talents, on est vraiment dans une zone de puissance et dans une zone où on est bien. Et quand on appuie là-dessus, on peut vraiment construire un projet qui sera bien aujourd'hui et bien demain, mais qui peut continuer à évoluer. Parce que ce qui compte, c'est de comprendre la recette avec laquelle on fonctionne. Et c'est une recette qui peut continuer à bouger dans la vie, quoi. Et effectivement, parce que j'ai pas mal de questions sur l'état de flow et on vous partagera l'article qui va dessus. En fait, pour vous expliquer, c'est le fait que ça se devienne naturel et plus une contrainte. Donc, effectivement, l'effort est moindre, qu'il soit tant intellectuel que physique, et donc qui permet de venir plus rapidement, d'être efficace quasiment toute la journée sur un métier et un ensemble de tâches. Laura, j'ai une question d'ordre plus financier. Qu'est-ce que tu réponds? Comment est-ce qu'on lève les craintes de tes publics qui viennent te voir en disant « Ouais, mais vraiment, il y a un volet financier. Comment est-ce que je fais pour financer ce passage d'un métier à un autre, ou en tout cas d'une évolution d'un métier à un autre ?» C'est ce que je posais aussi à Aude tout à l'heure en disant « Est-ce que je pense que la crainte à l'heure actuelle reste quand même une crainte financière. Comment est-ce qu'on arrive à lever certains freins autour de cette question-là ?» Alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'on ne conseille pas forcément aux gens de quitter leur job pour prendre le temps de réfléchir. Au final, quand vous voulez prendre du recul, mais que vous visualisez une échéance financière, donc si par exemple vous avez des droits au chômage, c'est 2 ans, donc vous dire, mon Dieu, ok, en fait, il faut que je trouve pendant 2 ans. Vous vous êtes dit, je vais me libérer comme ça, j'aurai toute la journée pour prendre le recul, monter mon projet, mais en fait, du jour où d'un seul coup, clac, vos proches vous regardent en mode, quoi, mais en fait, là, tu te mets dans une situation difficile. Et quand notre besoin de sécurité n'est pas rempli, c'est assez dur d'arriver à prendre… la charge mentale augmente, si je puis me permettre. La charge mentale augmente immédiatement, en fait. C'est ça. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de quitter un job pour le faire. Pour ça, vous pouvez soit à côté de vos activités, en restant en poste, dégager du temps, soit en semaine, je vais par exemple passer en temps partiel, ça se négocie, passer à 90%
perdez 10% de salaire, mais vous gagnez une demi-journée. Et du coup, sur cette demi-journée, de vous dire, je vais aller faire des rendez-vous inspirants, des conférences, des cafés avec des gens que j'aurais sollicités sur LinkedIn. Je vais être bénévole dans une organisation à impact. Ça me permettra d'élargir mon réseau, de vous renseigner sur des ouvertures de postes, de découvrir l'ambiance en interne, quels arguments peuvent être utiles pour vous faire embaucher. Enfin, si vous avez déjà quitté votre job pour réfléchir, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il est clair que cette question de l'argent, nous, on la traite dans le parcours. Clairement, on a tout un atelier sur la relation à l'argent parce qu'il y a des gens qui nous disent « je rêve de travailler dans une association, mais je ne peux pas vivre avec le salaire que je vois dans la plupart des postes associatifs ». Alors, effectivement, à un moment, c'est plus facile de toucher de vivre avec 1 500 € par mois quand on est jeune diplômé et qu'on est en coloc que quand on a un crédit et 3 bouches à nourrir. Donc, l'argent n'est pas c'est pas quelque chose d'anecdotique. Aujourd'hui, c'est une question clé. Donc, soit vous avez un minimum d'épargne qui vous le permet, soit vous avez effectivement des droits au chômage. Mais au final, c'est moins la somme que la pression de cette échéance de il n'y aura plus rien. Peur, quoi. Donc, tant qu'on peut être dans une situation confortable et faire des choses à côté pour réfléchir, prendre le temps. Une transition professionnelle, ça prend entre 6 et 18 mois. C'est pour ça qu'il faut poser des bases et laisser les choses mûrir par des rencontres, des réflexions, aller tester des choses sur le terrain. Si vous vous dites, tiens, j'adorerais faire ce job-là, mais que ça reste dans votre tête, j'imagine que Aude, quand tu es devenue plombière, à un moment, tu as quand même testé les choses sur le terrain pour vérifier. Parce que, alors super, j'ai mon diplôme, j'ai commencé à bosser, puis au bout de 2 mois, j'ai dit, en fait, je déteste ce métier. Voilà. J'ai un oui de Aude, vous ne la voyez pas, ceux qui nous écoutent sur la radio de Mouvement Up, mais j'ai un oui de Aude qui effectivement acquiesce sur l'expérience, c'est ça Aude? Oui, c'est ça, effectivement. C'est ce que je disais, entre le moment où j'ai quitté mon précédent job et le moment où j'ai commencé ma formation, c'est ce temps-là qui m'a… il se trouve, le point financier est assez important, il se trouve que j'avais des droits au chômage, donc j'avais le temps, mon échéance, elle était déjà définie, je savais déjà que 8 mois après, 6 mois après, j'allais commencer ma formation, donc j'avais pas ce stress-là, et ça m'a permis d'aller voir sur le terrain. Je suis allée dans l'école, dans le lycée où j'ai fait mon CAP pour voir l'atelier, comment ça allait se passer. J'ai contacté c'était plutôt des hommes parce que bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, des plombiers pour aller passer une journée, pour me renseigner quel était le rythme, comment ça se passe en fait. Et c'était assez important, ça m'a conforté dans ma décision que finalement j'avais bien fait, mais je me suis pas lancée à l'aveugle, en sautant dans le vide. C'était important pour moi de savoir de savoir où j'allais mettre les pieds. Virginie, dans ce partage-là, au niveau de la demande d'expérience que vous demandez dans votre formation, est-ce que certaines personnes arrivent… Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'expérience dans l'agroécologie? C'est-à-dire qu'on fait du woofing et on part dans des fermes donner un coup de main. Est-ce que ça suffit ou est-ce que vous demandez-vous dans votre formation une expérience un peu plus professionnalisante pour suivre votre formation chez Matrice? Alors, en fait, ce qu'on demande à la base, c'est quand même, puisque les personnes vont s'installer comme responsables d'exploitation agricole. Pour s'installer comme responsable d'exploitation agricole, il faut un diplôme minimal qui donne ce qu'on appelle la capacité agricole. Ça s'obtient en faisant des études un brevet de technicien supérieur, en suivant le BPREA, enfin voilà, il y a des études diverses et variées, ou ingénieur agronome, enfin voilà, des études diverses et variées qui permettent d'acquérir cette compétence agricole. Maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'au départ, on s'était dit, on va mettre une sorte de frein aux candidats en disant, ben voilà, il faut que les personnes, pour entrer dans cette formation, aient cette capacité agricole. Et puis on s'est dit, non, en fait, c'est peut-être un peu dommage, ça va fermer la porte à certains qui ont envie de passer le cap, de se lancer, mais qui n'ont pas encore cette capacité agricole. Donc, finalement, à ces personnes-là, il y en a quand même pas mal qui sont comme ça, on leur demande on regarde d'abord quand même la solidité de leur projet, on regarde si elles ont une expérience effectivement au woofing, en jardin partagé, voilà, ou même
en salariés agricoles et on leur demande à un moment de passer le BPREA, qui est vraiment le diplôme minimal qui, en un an, un an et demi, on peut arriver à obtenir ce diplôme-là. Ça peut être en formation à distance ou en présentiel, et ça donne cette capacité agricole. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a suggéré à certaines personnes qui arrivent en disant, ben voilà, moi j'ai ce projet-là, elles ont un projet déjà bien construit et tout, on leur dit, ben voilà, mais renseignez-vous sur le fait de passer ce BPREA en parallèle ou par la suite, et après c'est vous qui prenez la décision. Il y a par exemple une personne qui m'a dit, non, moi j'ai déjà un terrain, je sais comment cultiver et je ne compte pas passer le BPREA, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on l'a prise aussi. Ok. On a plusieurs vraiment types de profils. Merci beaucoup Virginie. On arrive à l'heure de fin et donc je vais vous demander un dernier tour de table. Si vous aviez un conseil à donner pour trouver son job de sens, quel serait-il? Et pour commencer, je vais te poser la question à toi, Laura. Alors, la première, on a souvent un réflexe qui est, quand on veut se poser des questions, c'est de faire direct une formation. Et quand les gens ont envie de trouver une formation pour agir pour la transition écologique et solidaire, c'est une formation généraliste sur des connaissances. Et vraiment, et on le voit typiquement avec les cadeaux, du coup, ce que propose Virginie, si vous faites une formation, c'est pour acquérir des compétences, c'est pour savoir faire un métier, apprendre à utiliser un outil. Mais aujourd'hui, si vous évitez de dépenser 20 000 euros et 2 ans pour acquérir des connaissances, il y a suffisamment de ressources qui existent, qui sont gratuites et de qualité. C'est des choses qui ont besoin de mûrir dans votre esprit. Donc, voilà, ça c'est un point vraiment important. Et si vous avez besoin d'être accompagné parce que vous galérez tout seul, attendez pas 2 ans, quoi. Pour le coup, trouvez des gens qui correspondent à ce que vous voulez, que ce soit nous ou d'autres, peu importe. Mais voilà, ça vous aidera à vous poser les bonnes questions au bon moment. Voilà. C'est effectivement une interrogation, une introspection personnelle qu'il faut mener. Aude, s'il y avait un conseil, alors je ne parle pas à la psychologue, mais Non, justement à la plombière, quel est le conseil que tu pourrais donner en tant qu'entrepreneuse aussi? Alors, de s'écouter. De s'écouter, en fait, écouter cette petite voix qui nous dit faut changer, faut trouver quelque chose qui a du sens. Ouais, c'est ça. S'écouter pour se laisser la place pour la réflexion, sans foncer tête baissée, hein. Mais voilà, s'écouter. C'est le conseil que je pourrais donner à celles et ceux qui ont cette petite voix qui leur parle et qui commence à se faire un peu plus forte. Merci beaucoup. Virginie, un conseil. Alors, attends, je te remets… Oui, pardon. Je dirais également prendre le temps, rencontrer beaucoup de personnes qui font ce métier-là pour se faire une meilleure idée et surtout se dire, voilà, moi je vais me lancer par exemple en maraîchage intensif, enfin non pas intensif justement, en maraîchage, j'ai mon projet de maraîchage tout fait, etc. dans ma tête. C'est se laisser la possibilité de déconstruire ce schéma initial, même par un accompagnement, je pense justement, pour peut-être reconstruire autre chose par la suite, mais se laisser la possibilité de voir évoluer son projet dans le temps. Pas se dire je fonce tête baissée là-dessus, c'est la solution, mais finalement, rester ouvert. Merci Virginie, merci à vous trois. Mathilde, avant qu'on clôture, toi et moi, si tu veux bien, je vais donner 2-3 sources qui sont mises en avant par le mouvement Up, justement pour trouver cette quête de sens. Et je réitère en vous disant que vraiment, dans ce numéro, c'est 148 pages d'une liste non exhaustive et dans différents secteurs d'activité qui sont des entreprises à impact ou des entreprises qui ont décidé de donner du sens à leurs fonctions et à leurs activités. Vous saurez aussi qu'à la fin du mois, nous menons une conférence avec notamment ces acteurs, ces entreprises qui sont des entreprises qui ont décidé de changer à leur manière le monde parce que bien évidemment, il y a une possibilité de devenir entrepreneur ou salarié dans une autre entreprise pour trouver du sens, mais il y a aussi cette question de l'intrapreneuriat. Et on vous fait des partages d'expérience sur cet intrapreneuriat, c'est-à-dire ces salariés qui ont décidé de changer leur entreprise
par l'intérieur. Et on vous donne un certain nombre d'exemples là-dessus. Et enfin, je retiens aussi ce besoin de partage d'expérience et d'aller à la rencontre de ces acteurs du changement. Sachez qu'on vous fait une nouvelle proposition début février et pour le coup, je vous propose d'être curieux sur le site du Mouvement Up, www.mouvement-up.fr, parce qu'on a un petit onglet qui s'appelle Échanger, et cet échanger va prendre toute sa forme à partir du début février. On va vous permettre de vous rencontrer et d'aller à la rencontre de ces acteurs du changement et pour pouvoir leur poser toutes leurs questions. Restez bien évidemment connectés. Et pour vous inspirer et suivre ces entrepreneurs du changement, Mathilde, je te donne la parole. Est-ce que tu as des actualités sur KissKissBankBank que tu souhaiterais mettre en avant et notamment peut-être en lien avec notre thématique du jour? Oui, merci Macha. Alors, en fait, actuellement, on lance un appel à projet avec le média Business au féminin. Donc, si vous avez un projet à impact, que vous voulez contribuer à changer le monde avec une innovation responsable, vous pouvez candidater à cet appel à projet. Vous avez jusqu'au 7 février. Et donc, c'est un concours qui récompensera le projet le plus innovant et durable porté par une ou des femmes ou un duo féminin-masculin. Donc, c'est plutôt pour les femmes. Et la petite nouveauté qu'on a sur le site de KissKissBankBank, donc évidemment, on a plein de jolies campagnes en cours. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les plus jolies campagnes du moment. Mais surtout, on a lancé une carte cadeau. Donc, c'est une toute nouveauté de 2021, donc pour les retardataires de Noël ou alors pour les futurs anniversaires. Sachez que vous pouvez offrir une carte cadeau engagée qui est valable à vie, utilisable en plusieurs fois et disponible dès maintenant. Voilà. Donc, c'est à retrouver sur kisskissbankbank.com. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, les nombres de sources et le nombre de partages d'expériences, il y en a plein. J'en ai oublié un tout à l'heure. Vous saurez qu'on a effectivement 3 formats de conférences, les Hub Café, les Hub Conférences, mais aussi on a ce qu'on appelle les Hub Factory. Nous sommes pré-incubateurs et on accompagne pendant 6 mois des projets entrepreneuriaux qui sont à dimension sociale ou environnementale. Notre nouvelle promo arrive fin janvier et pour cela, on a un ensemble de podcasts et un ensemble de conférences qui viennent nourrir ces entrepreneurs. Mais comme on n'est pas avare d'informations, on les met aussi à disposition du public. Suivez toutes les informations. Il y a un certain nombre d'experts, un certain nombre de partages qui sont possibles. Retrouvez tous nos acteurs là, ici présents sur nos podcasts, sur notre site internet. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce premier Hub Factory de l'année. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!